Le module 7 au sommet, nous avons 3 points principalement. Le premier point, c'est la création de mes plateformes en ligne. Donc, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, on va principalement parler d'Internet, comment ça se passe en ligne. Oui. Non, le module 6 est dans le module 5. Parce que le module 5, on n'avait pas terminé le jour en question. Et on a continué le 6e jour. Donc, c'est dans le module 5 que tu vas voir le PowerPoint du module 5 et 6. C'est mélangé. Alors, ensuite, on va voir les applications à utiliser lorsqu'on veut communiquer sur ces plateformes en ligne. Et enfin, on va faire le marketing. On va voir le marketing sur WhatsApp. Donc, voilà globalement ce qu'on va voir aujourd'hui pendant 4 heures. Donc, ce sera assez pratique globalement. Donc, je vais présenter les principes généraux et ensuite, on va faire beaucoup de pratiques. Alors, avant ça, j'ai besoin de personnes qui viendront témoigner en fonction des résultats qu'elles ont déjà obtenus depuis le début de la formation. Alors, j'ai besoin de 4 informations principalement. Ça veut dire, depuis qu'on a commencé la formation, ceux qui ont déjà eu à mettre leur projet, donc, sur les 3 précédentes semaines, quel est le chiffre d'affaires que vous avez déjà réalisé? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quel est le nombre de prospects que vous avez déjà eu? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est le nombre de clients. Et la quatrième chose, c'est le nombre de partenaires que vous avez déjà pu obtenir. Donc, j'ai besoin de volontaires qui vont venir faire ce témoignage là devant, des résultats qu'ils ont obtenus depuis le début. Bonsoir à tout le monde. Pour ce qui est du chiffre d'affaires depuis le début de la formation, en ligne, j'ai eu à réaliser un chiffre d'affaires de 25 000 francs. Et en présentiel, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 35 000. Je pense bien. Pour les prospects, j'ai eu à avoir 40 prospects. Bon, j'ai noté quelque part. Mais en tout, c'était 40. Et nombre de clients, aujourd'hui, j'ai 6 clients sur 42 prospects. Et en termes de partenaires, pas encore. Pas de partenaires pour le moment. Depuis la publication de mon projet sur Startup Academy, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 60 000 francs. Et j'ai eu à peu près 20 prospects. Bon, j'ai eu, si on veut compter 20 prospects. Le nombre de clients, j'en ai eu 6. Et j'ai 7 personnes qui proposent je ne sais pas si on va appeler ça partenaire, qui proposent de travailler avec moi. Quel type de personnes? Bon, parmi, j'ai 2 médecins, un étudiant, l'autre déjà dehors et les autres sont des débrouillards. Bon, Partenariat dans quel sens? Ils veulent participer au projet. D'accord. Ok. Donc en tout, tu as dit combien? 7? 7. Ok. Et mon projet, c'était samedi. J'ai eu 7 prospects. J'ai eu un chiffre d'affaires de 52 000. J'ai eu 7 prospects et 4 clients. Et bon, j'ai eu environ 2 partenaires. Et quels? C'était dans le sens où ils veulent travailler dans le projet. Ok, bonjour tout le monde, bonsoir plutôt. Depuis qu'on a publié mon projet, comme chiffre j'ai réalisé autour de 40 000. Mais ce que j'ai comptabilisé, c'est 35 000, parce que je n'ai pas pris tout. Les prospects, c'est plus de 50. C'est plus de 50. Le nombre de clients que j'ai effectivement réalisé le chiffre, j'ai comptabilisé tout à l'heure, j'avais 8 clients. Mais ils sont plus que ça, puisque je n'ai pas pris tout. Et les partenaires, pas vraiment partenaires en tant que tel. Bon, depuis le début de la formation, j'ai eu un chiffre d'affaires de 845 000. Environ 300 prospects et nombre de clients, 80 clients. Partenaires, pas de partenaires. Alors, bonsoir à tous. Du moins, quand j'ai publié mon projet en ligne, j'ai eu, je vais commencer par les prospects. J'ai eu, je crois, 12 prospects, 3 personnes qui ont payé de l'argent, c'est-à-dire 3 clients.
Et les 3 personnes m'ont payé 35 000 francs. Et comme partenaire d'affaires, bon, j'ai eu une personne qui proposait qu'on travaille ensemble, mais en réalité, bon, ce qu'il me proposait n'allait pas m'aider en fait. Donc, je vais dire 0 partenaire. Bonsoir. Oui, depuis le début de la formation, j'ai totalisé un chiffre d'affaires de 70 000. Mais depuis la publication de mon projet, j'ai eu plus de 32 prospects et 12 clients. Je suis encore en négociation avec elles. Bon, parmi les 12 clients, j'ai 3 clientes qui veulent que je les dispense des cours de graphisme à domicile. Donc les 3, moi je les taxe les coûts de formation à domicile pour 2 mois à 60 000. Donc on en discute encore. Je vais rencontrer certains samedi après-midi et on va en discuter. Mais elles vont valider. Donc du coup, ça sera bon. Partenaire Partenaire, j'ai une personne qui me proposait d'être un de mes relais à Douala. Mais bon, c'est un jongleur, c'est quelqu'un qui... La personne... Moi, j'ai voulu qu'on s'entende. Genre, j'expédie mes colis chez lui et il prend un livre, il récupère l'argent et via une autre personne. Mais il a carrément refusé. Il a dit non, l'argent doit passer par lui avant de revenir vers moi. Bonsoir à tous. Oui, ça fait pas longtemps que mon projet a été publié samedi. Mais là, je ne peux pas parler du chiffre d'affaires parce que je n'ai pas encore eu d'argent, donc 0. Au niveau des prospects, j'en ai eu 2. 2 prospects. Nombre de clients, pas encore. Bon, parce que mes prospects sont beaucoup plus orientés formation. Et je n'ai pas encore un programme de formation établi. Donc, c'est ça qui me limite à avancer. Partenaire d'affaires, pas encore. On a des résultats qui sont plutôt encourageants. Pour moi, ce qui m'importe, ce ne sont pas les chiffres. Hein. Ça, c'est un détail. Ce qui est important, c'est de passer à l'action. Ce qui est important, c'est de mettre sur pied des initiatives. Ce qui est important, c'est ça. Les chiffres, vous allez les améliorer progressivement en faisant. Mais ce qui est plus important, c'est que si on décide de faire quelque chose, il faudrait vraiment qu'on fasse cette chose-là avec toutes les contraintes que ça impose. Parce que les contraintes, vous en aurez tellement quand vous allez vous lancer. Donc, si maintenant, vous n'êtes pas capable de rédiger un texte qu'on va publier sur Facebook, je peux vous dire que ce qui va vous attendre par la suite sera extrêmement compliqué. Donc, c'était ça le but de l'exercice. Alors, on va passer directement au premier point, la création de mes plateformes. Alors, j'étais de disant qu'aujourd'hui, on va principalement parler de digital. Donc, premier point, la création de mes plateformes. Alors, avant de passer à la création de mes plateformes, on va voir une notion qui est extrêmement importante. On ne pourrait pas parler de digital sans parler de scalabilité. Donc, le premier élément qu'on va voir, c'est la scalabilité. Alors, je vais expliquer ce que c'est que la scalabilité et je vais prendre quelques exemples. Alors, pour bien expliquer ce que c'est que la scalabilité, je vais mettre un tableau. Ici, je vais mettre les entreprises classiques. Les entreprises classiques. Et ici, je vais mettre les entreprises scalables. Alors, pour bien expliquer entre les deux. Alors, l'entreprise classique a 3 particularités. La première particularité, c'est laquelle? Chaque fois qu'on effectue une nouvelle vente, il y a 3 phénomènes économiques qui se produisent. Alors, le premier phénomène économique, c'est que les coûts augmentent. Le deuxième phénomène économique, c'est que les bénéfices augmente. Et le troisième phénomène économique, c'est que la qualité baisse. Toutes les entreprises classiques ont ces 3 caractéristiques-ci.
On va prendre des exemples pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors, je vais prendre les exemples avec, disons, le savon Ma Vie. Lui produit un savon qui s'appelle Ma Vie. Alors, pour le moment, c'est encore une entreprise classique, une industrie classique. La raison, c'est laquelle? La raison, c'est que lorsqu'il va, par exemple, produire 500 savons, il produit 500 savons. Il vend les 500 savons parce que les gens sont très intéressés. Les gens trouvent son savon vraiment de qualité. Ce qui fait que la demande augmente. Et quand la demande augmente, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve avec des clients qui ont besoin plutôt de 2000 savons, de 5000 savons. Pour produire 5000 savons, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Première chose, il faut plus de matières premières. Deuxième chose, il faut plus de ressources humaines. Troisième chose, peut-être il faut même des locaux plus grands. Quatrième chose, il y a beaucoup de nouveaux éléments qui doivent être introduits. Par exemple, le matériel ne sera plus le même. Par exemple, il va falloir acheter certaines machines qui vont permettre d'aller un peu plus vite. Ça veut dire que quand la quantité augmente, les coûts vont augmenter aussi. Plus les gens vont acheter le savon Ma Vie, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Il va commencer à vouloir aussi avoir un local à Douala. Parce qu'il y a des gens à Douala qui demandent, il va falloir qu'ils s'installent à Douala. Il va falloir qu'ils s'installent en Guinée, au Tchad. Il va falloir qu'ils s'installent au Gabon, en Côte d'Ivoire. Et chaque fois qu'ils s'étendent comme ça, les coûts ne font qu'augmenter. Pourquoi? Parce qu'un nouveau siège, c'est un nouveau loyer, ce sont de nouveaux employés, ce sont de nouvelles charges en fait. Donc chaque fois qu'il va vendre son savon, avec une certaine croissance, les coûts vont augmenter. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que les bénéfices vont augmenter aussi. Effectivement, parce qu'avant, il vendait 500 savons. Maintenant, il en vend 1000, il en vend 2000, il en vend 10 000, il en vend 100 000 savons. Donc, forcément, ce qu'il gagnait avec 500, il en gagne un peu plus avec 10 000, avec 100 000 savons. Donc, ça, c'est la deuxième caractéristique. Ça veut dire que les bénéfices vont augmenter. Alors, la troisième caractéristique, c'est laquelle? C'est que la qualité du savon va baisser. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est laquelle? C'est qu'en fabriquant au début 500 savons, il pouvait se mettre lui-même en une semaine et il fabrique ses 500 savons en respectant bien son process, en faisant exactement tout ce qu'il faut pour que le savon soit toujours de qualité. Mais quand la quantité commence à devenir exponentielle, qu'est-ce qui se passe? Il ne va plus faire les savons lui-même. Il y aura d'autres personnes qui vont entrer dans le processus, il va commencer à déléguer certaines tâches. Et quand la quantité commence à devenir très importante, pour pouvoir optimiser ses coûts, soit par exemple, il va vouloir augmenter la vitesse. Je prends un exemple. Quand tu fais un savon, quand tu viens de finir de fabriquer un savon, ça prend combien de temps avant qu'on commence à l'utiliser? Oui. Oui. Et après, je dois maintenant le traiter et l'emballer. Ça me prend une semaine avant de prendre. Une semaine, d'accord. Alors, lorsqu'il va commencer à produire plus, il y a une question qui va se poser, ou plutôt une problématique. C'est qu'il va falloir réduire le délai là. Parce que si le délai là est toujours d'une semaine, c'est long. Ça fait perdre de l'argent. Donc, il va essayer de trouver un moyen pour que ce soit maintenant 3 jours, pour que ce soit 2 jours, pour gagner plus d'argent. Parce que les gens attendent le savon sur le marché. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que la qualité va diminuer. Plus ça va augmenter et plus la qualité va diminuer. C'est la raison pour laquelle parfois vous allez voir une maman qui fait les beignets sont très bons, mais plus on achète et plus quand vous revenez, la qualité des beignets ne fait que diminuer. Ce n'est pas qu'elle ne connaît plus fabriquer les beignets, non. C'est juste que quand la quantité augmente, ça devient difficile de toujours respecter les principes qu'on respectait au départ, qui étaient beaucoup plus sur le plan artisanal. C'est ça la difficulté qu'il y a entre la production artisanale et la production industrielle. Donc, on a donc les 3 caractéristiques qui sont réunies. Ça veut dire, 1, les coûts vont augmenter, 2, les bénéfices vont augmenter, 3, la qualité va baisser. C'est le cas avec toutes les entreprises classiques. On peut faire l'expérience avec toutes les entreprises, ce sera toujours la même chose. Même si ce sont les entreprises de services. Ça veut dire, prenons par exemple une entreprise qui fait la décoration. Quand vous faites la décoration, qu'est-ce qui se passe? C'est un service, là ce n'est plus un produit. Si vous avez un mariage, vous allez gagner le marché d'un mariage un week-end, vous allez aller faire la décoration de la salle de mariage, ce sera très bien fait. Et dès que vous finissez la décoration, il y a 20 autres personnes qui vous contactent pour vous dire vraiment, on a vu votre décoration, c'était très joli.
on voudrait que vous veniez aussi chez nous pour pouvoir décorer. Le problème, c'est que tu ne peux pas décorer 20 salles toute seule. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a certaines tâches que tu vas devoir déléguer. Alors, la première chose qui va se passer, c'est quoi? C'est que les coûts vont augmenter pour une raison simple. C'est que pour décorer 20 salles, ça demande plus de matériel, ça demande plus de ressources humaines, ça demande plus de logistique qu'une salle, dont les coûts augmentent. Les bénéfices augmentent parce que, bon, c'est 20 salles, donc tu vas avoir un chiffre d'affaires qui est plus important, mais la qualité va diminuer parce que tu ne peux plus tout contrôler. Tu ne peux plus tout faire toi-même. Donc, il y a certaines tâches que tu vas déléguer et ces personnes ne vont pas forcément les faire comme toi, tu les faisais toutes seules, avec une salle. Est-ce qu'on comprend le fonctionnement d'une entreprise classique? Ça veut dire que chaque fois, il y a ces trois phénomènes qui vont se réunir et qui vont se produire en même temps. Donc, quand vous allez effectuer une vente, les coûts vont augmenter, les bénéfices vont augmenter et la qualité va baisser. Est-ce que là, on comprend? On passe maintenant à l'entreprise scalable. Alors, l'entreprise scalable a une particularité, c'est que chaque fois qu'on va effectuer une vente, les phénomènes qui vont se dérouler seront différents. Ça signifie quoi? Ça signifie que chaque fois qu'on effectue une vente, la première chose au niveau des coûts vont plutôt baisser. La deuxième chose au niveau des bénéfices vont augmenter. Et la troisième chose au niveau de la qualité qui va augmenter. Voici la particularité de la scalabilité ou des entreprises scalables. Ça veut dire que chaque fois qu'on effectue une vente, les coûts baissent, les bénéfices augmentent, la qualité du produit ou du service augmente. Alors, je vais prendre un exemple d'entreprise scalable et c'est des exemples qu'on a déjà eu à prendre lors d'un module précédent quand on parlait du marketing. Google, par exemple. Google, c'est une entreprise scalable. Je vais expliquer comment et pourquoi. Alors, Google, c'est un moteur de recherche que vous connaissez très bien et qui a été créé au départ sur la base des études scientifiques ou plutôt des publications scientifiques. Ça veut dire, lorsqu'on fait une publication scientifique, il y a le titre de la publication scientifique et juste en bas, il y a ce qu'on appelle les mots-clés. Chaque fois que vous allez voir un travail scientifique, après le titre, vous allez toujours voir des mots-clés. Donc Google, c'était donc un moteur de recherche qui permettait de retrouver les travaux scientifiques. Et pour facilement retrouver un travail scientifique, on utilisait les mots-clés. Donc c'était un moteur de recherche qui permettait d'entrer les mots-clés pour retrouver dans ces travaux scientifiques-là. Alors après, ça a été étendu à tous les autres types de recherches. C'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, l'algorithme de Google est toujours basé sur les mots-clés. On n'écrit pas les phrases sur Google. Je cherche le restaurant le plus proche de chez moi. Ça n'a pas de sens. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que lorsqu'on crée une plateforme comme Google, qui est dotée d'un algorithme d'intelligence artificielle que je vais abréger ici, IA. Alors, la particularité, c'est quoi? C'est que, disons qu'on va dépenser 1 million. Disons qu'on dépense 1 million pour créer la plateforme. Ça, c'est l'investissement initial. Dès qu'on dépense les 1 million, la plateforme est mise sur pied. On vous propose maintenant la plateforme pour venir faire vos recherches. Toi, tu viens sur la plateforme, tu effectues une recherche, par exemple, hépatite virale, Cameroun. Tu es le premier à faire la recherche. Donc, le résultat que tu auras ne sera pas pertinent, puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de travaux concernant les mots-clés que tu viens d'entrer là, sur la plateforme. Donc, le résultat que tu vas avoir en étant le premier à faire la recherche, je peux dire qu'il sera médiocre. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'une deuxième personne qui vient aussi faire une recherche, il tape aussi 2 autres mots-clés. Une troisième vient, une quatrième vient, une 10e vient. Ensuite, on arrive à 1000, on arrive à 2000, on arrive à 3000, on arrive à 1 million de personnes qui viennent faire des recherches. Donc, plus vous êtes nombreux et plus ils font des bénéfices. Donc, voilà comment les bénéfices augmentent. Et la troisième caractéristique, c'est quoi? C'est que les coûts baissent pour une raison qui est simple, c'est que la plateforme a été programmée à 1 million. Et chaque fois qu'on utilise la plateforme, les coûts, ça amortit. Ça s'amortit en fait, puisqu'on ne va pas redépenser à nouveau pour refaire la plateforme. Ce n'est pas comme si pour faire une nouvelle recherche, il faut une nouvelle plateforme. Ce n'est pas comme si pour faire une nouvelle recherche, il faut un nouvel ingénieur qui va créer encore une autre plateforme pour faire la recherche. En fait, c'est la même plateforme qui ne fait que s'amortir, qui ne fait que s'amortir. Donc, les coûts ne font que baisser. Et voilà donc comment les 3 conditions sont réunies. Donc, ça veut dire qu'on a les coûts qui baissent, les bénéfices qui augmentent et la qualité qui augmente. Alors, je vais prendre un deuxième exemple.
Cette fois, dans une entreprise qui propose des services. Alors, c'est la même entreprise que j'ai eu à prendre comme exemple la dernière fois. Ça s'appelle Airbnb. Alors, Airbnb, c'est la première plateforme de biens immobiliers au monde. C'est une plateforme qui est purement digitale. Et comment est-ce qu'il fonctionne? En fait, il fonctionne de façon simple. Ce sont des gens qui ont des biens immobiliers, qui mettent leurs biens immobiliers sur une plateforme pour permettre aux gens de pouvoir les louer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toi, par exemple, tu as une chambre. Elle a un studio. Lui, il a un appartement. Et vous voulez mettre vos biens immobiliers donc, sur la plateforme. Alors, la plateforme, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un cahier de charges qu'il faut respecter. Ça veut dire, en termes de décoration, par exemple, il y a un type de décoration que vous devez avoir. Les images que vous devez poster en ligne sont des images professionnelles qui doivent être prises par des professionnels de la photo qui doivent respecter certains critères. Et surtout, lorsque vous mettez maintenant vos biens immobiliers sur la plateforme, il y a un coût que vous donnez. Toi, par exemple, tu dis, bon, ma chambre, peut-être la location à la journée, c'est 10 000. Toi, par exemple, tu dis, peut-être c'est 15 000. Lui, par exemple, dit, c'est 20 000. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont augmenter le coût. Et toi, par exemple, quand tu dis que c'est 10 000, eux, ils vont mettre à 25 000 ou à 30 000. Et ils mettent sur leur plateforme. Quand quelqu'un vient pour louer maintenant ta maison, ou alors ton appartement ou ton studio, qu'est-ce que la personne fait? La personne paye. Toi, tu as ton argent qui te revient et eux, ils ont leur commission qui revient. La personne vient maintenant chez toi, la personne passe 2 jours. Quand la personne finit les 2 jours chez toi, il vient te noter sur la plateforme avec certains critères. Et quand la personne te note, la personne va par exemple dire que moi, j'ai fait 2 jours chez lui, il n'y avait pas la lumière. J'ai fait 2 jours, il y avait par exemple les remontées capillaires sur les murs, qu'on appelle l'humidité. J'ai fait 2 jours chez lui, par exemple, la maison sentait mauvais, ou il y avait trop de bruit. Ça ne me permettait pas de me reposer. Et quand les gens viennent te noter mal, qu'est-ce qui se passe? Plus des gens te notent mal, et moins tu es coté sur la plateforme, et à un moment donné, si on se rend compte que tu ne respectes pas les critères, on t'enlève. Donc, ce qui fait que pour pouvoir rester sur la plateforme, tu seras obligé de respecter les normes qui ont été établies et qui ont été définies. Et en respectant dans ces normes-là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait en sorte que la qualité augmente. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que plus il y a de personnes qui mettent leurs biens immobiliers sur la plateforme, et plus la plateforme gagne de l'argent. La troisième caractéristique, c'est que la plateforme s'amortit. Parce que ce n'est pas comme si on a besoin des coûts supplémentaires. Parce que c'est toi qui viens mettre ton bien immobilier. C'est toi qui vas faire que le photographe vienne filmer. C'est toi qui vas faire la décoration. Ce n'est pas eux qui dépensent de l'argent pour ça. Donc, en fait, ils ont décentralisé les coûts. Ce qui fait en sorte que ce sont des coûts qui ne leur sont pas imputés. Donc, chaque fois qu'il y a de nouvelles personnes, en fait, ça ne leur fait pas dépenser plus d'argent que la personne qui était là avant. Donc, c'est donc comme ça que les coûts baissent, les bénéfices augmentent et la qualité augmente. On peut prendre des exemples avec plusieurs structures, comme Uber, qui fait par exemple dans les taxis, ou plutôt les voitures. C'est le même principe. Donc, voilà la différence qu'il y a entre une entreprise qui a de la scalabilité et une entreprise qui est classique. Et ce qui permet facilement de rendre une entreprise scalable, c'est le numérique. C'est le numérique qui permet facilement de rendre une entreprise scalable. Parce que si vous observez bien, la plupart des entreprises scalables utilisent le numérique. Ce sont soit des plateformes, Facebook par exemple, c'est une entreprise scalable, ils utilisent le numérique. Toutes ces plateformes, ce sont des entreprises qui sont scalables et c'est grâce au numérique. Donc, le numérique a donc apporté cette notion qui est extrêmement importante, qu'on appelle la scalabilité, qui est dans le fait que chaque fois qu'on effectue une vente, il y a ces 3 phénomènes économiques qui se produisent en même temps. Et la scalabilité, j'ai envie de dire que c'est le saint graal de toutes les startups. C'est-à-dire, lorsqu'on est une startup, l'objectif qu'on souhaite atteindre, c'est de devenir scalable. C'est ça l'objectif de toutes les startups. Encore qu'il faudrait savoir de quoi il s'agit. Parce que lorsqu'on est une start-up et surtout lorsqu'on veut tout mettre sur le numérique, il faudrait à un moment donné passer à la scalabilité. Alors, je vais prendre un exemple personnel. Alors, nous, à la Startup Academy, depuis 2016, nous, on fait des formations, on fait des conférences et puis on suit des personnes. Au départ, on faisait les conférences dans des hôtels. Ensuite, on a commencé à les faire dans nos sièges. Alors, actuellement, on est en train de tendre vers la scalabilité. C'est un exercice qu'on a commencé cette année et qu'on va totalement faire en 2020. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, avant, nous, on était une entreprise classique. Quand je dis classique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je fais, par exemple, une conférence, disons que je fais une conférence, il y a 5 personnes. 5 personnes, nous sommes dans cette salle, il y a 5 personnes, on fait la conférence, tranquille.
Si maintenant je fais une autre conférence dans laquelle il y a 100 personnes, voici ce qui va se passer. La première chose qui va se passer, c'est que les coûts vont augmenter. Parce que quand il y a plus de personnes, il faut plus de chaises, par exemple. Et ce sont les coûts qui sont en train d'augmenter. Nous, on était 5, on pouvait gérer au calme. Maintenant, il va falloir qu'il y ait la clim. Parce que les gens vont commencer à avoir chaud. Ce sont les coûts qui sont en train d'augmenter. Plus il y a de personnes et plus l'espace doit être grand, ce sont les coûts qui sont en train d'augmenter. Plus il y a de personnes, plus il faut une certaine logistique. Il faut par exemple des gens qui vont être à l'accueil. Alors avec 5, je pouvais gérer seul. Donc, je pouvais recevoir les gens moi-même et puis je prends les notes. Mais maintenant, il faut des personnes qui vont s'occuper de la logistique, qui vont filmer, etc. Donc les coûts sont en train d'augmenter. Deuxième chose, c'est que oui, quand il y a 100 personnes, les bénéfices augmentent naturellement parce qu'on était 5 au départ. Maintenant, nous sommes 100. Donc bien évidemment, on a des entrées un peu plus intéressantes. La qualité va baisser plus il y a de gens. C'est mathématique. Quand il y a 5 personnes, on peut travailler individuellement avec chacun. On peut dire qu'on a 4 heures de temps et puis chacun on fait 45 minutes, on travaille. 45 minutes, on travaille. Dès qu'on est 100, dès qu'on est 50, on ne peut plus le faire. Parce que si on le fait, ça va brûler tout le temps. Donc forcément, sur le plan mathématique, en analysant individuellement l'évolution de chacun, la qualité va diminuer. Donc ça, c'est l'entreprise classique. Alors maintenant, on a envie de tendre vers un modèle qui est scalable. Le modèle qui est scalable, c'est lequel? Ça veut dire qu'on voudrait donc avoir les 3 caractéristiques. Et pour avoir les 3 caractéristiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on standardise dans un premier temps les formations. Quand je standardiser les formations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait des critères qui permettent de se rassurer que si par exemple c'est une formation sur la prise de parole en public, ça doit respecter tel critère, tel critère, tel critère. Il doit avoir tel élément, tel élément, tel élément. Si on a par exemple une formation sur la confiance en soi, il doit avoir tel élément, tel élément, tel élément, et ça doit être transmis de telle façon, et il faut tel exercice, tel exercice. Si par exemple on fait une formation sur comment passer d'une idée à un projet, il faut qu'il y ait tel élément, il faut prendre en considération tel concept, etc. Ça, c'est le cahier de charge qu'on se fixe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, c'est quoi? C'est qu'on va créer une plateforme. On va créer une plateforme. Bon, pour la confidence, la plateforme est déjà en train d'être programmée, elle devrait être prête en février normalement. Donc, on va créer une plateforme. Et quand on crée dans la plateforme, on aura donc les contenus qui seront disponibles sur la plateforme. Les contenus sont dans ces différentes formations. Sur la confiance en soi, on a une formation sur le développement personnel, on a une formation sur les techniques de vente, ainsi de suite. Chacune de ces formations sont passées par un tamis. Donc, on a filtré pour se rassurer que chacune des formations respecte le cahier de charge. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Bien évidemment, les formations sont numériques. Ça veut dire que ce sont des formations vidéo qui respectent exactement tout le cahier de charge qu'on a eu à prescrire au préalable. Et qu'est-ce qu'on fait? On met donc ces formations sur la plateforme. Lorsqu'on met les formations sur la plateforme, si 5 personnes viennent sur la plateforme et achètent la formation, par exemple sur la confiance en soi, et 100 personnes viennent, achètent la formation sur la confiance en soi, en fait, les coûts n'augmentent pas. Les coûts ne vont pas augmenter. C'est la même chose, en fait. Puisque c'est la même formation, le contenu est le même. C'est juste que le nombre de personnes est en train d'augmenter. Ça, c'est la première chose qui se passe. Donc, les coûts ne vont pas augmenter. La deuxième chose, c'est que la qualité va augmenter pour une raison qui est simple. C'est que quand quelqu'un va acheter une formation, il y a des critères qui vont lui permettre de noter la formation ou de noter le formateur. Et à la fin, venir dire que non, la formation sur la confiance en soi, là, il y a tel élément que je n'ai pas compris, tel élément. Et si on se rend compte qu'il y a une formation, par exemple, qui n'est pas de qualité, cette formation aura une mauvaise note et pourra être éjectée de la plateforme. Donc, ce qui fait que le formateur qui dispense cette formation-là devra se mettre à jour en fonction de nos critères pour ne pas être éjecté, pour que sa formation ne soit pas enlevée de la plateforme. Donc, c'est comme ça que de façon continue, on a la qualité qui va augmenter. Parce que chacun va essayer de respecter le cahier de charge pour que ceux qui suivent la formation puissent avoir une qualité qui soit satisfaisante. La deuxième chose, c'est que les bénéfices augmentent parce que, bien évidemment, plus il y aura de personnes qui achètent la formation en ligne et plus on gagne de l'argent. Et la troisième chose, c'est que les coûts vont diminuer pour une raison qui est simple, c'est que la plateforme s'amortit. Puisqu'il n'y aura pas de coûts supplémentaires quand quelqu'un vient acheter. Et on va même aller plus loin parce que maintenant, tout le monde aura la possibilité de venir vendre ses formations. Ça veut dire que toi, par exemple, tu pourras dire que, OK, moi, j'ai des compétences en décoration. On va dire, OK, tu veux vendre tes formations en décoration, voilà le cahier de charges qu'il faut respecter.
la vidéo doit être de telle qualité, les photos doivent être de telle qualité, il faut une couverture qui a telle qualité, il faut tel type de typographie, il faut que la vidéo mette tel nombre de temps, il faudrait que le son soit de telle qualité, il faudrait qu'il y ait par exemple un générique d'entrée, un générique de sortie, des transitions, il faudrait par exemple qu'il y ait un sous-titrage en anglais, etc. Bref, on va faire un cahier de charges. Et si tu respectes le cahier de charges là, on prend ta formation et on la met en ligne. Et maintenant, c'est toi-même qui mets ta formation en ligne, ce n'est pas nous. C'est-à-dire que tu auras un identifiant, un mot de passe, tu arrives donc sur une sorte de marketplace en ligne où tu mets ta formation et directement on la rend disponible en ligne. Et maintenant, les gens viennent, ils voient ta formation, ils achètent ta formation, à la fin, ils la notent. Si on se rend compte que trop de personnes se plaignent de la qualité de ta formation ou du suivi, parce que chaque formation est accompagnée d'un suivi individuel qui se fait en ligne. Ça peut être via un réseau social ou directement via le site internet. Si on se rend compte que ce n'est pas de qualité, on enlève ta formation. Et directement, tu arrêtes de gagner de l'argent parce que ta formation ne peut plus se vendre sur la plateforme. Donc voilà en fait le modèle scalable vers lequel nous on est en train de tendre actuellement. On a commencé une étude pilote de ce modèle de scalabilité avec WhatsApp. Par exemple, les chroniques entrepreneuriales, c'est un modèle pilote de scalabilité. Parce qu'on voulait d'abord tester ce modèle-là avec une plateforme usuelle pour essayer de voir les résultats. Et les résultats sont ultra satisfaisants pour le moment et nous permettent aisément de savoir que la plateforme aura les résultats qu'on veut atteindre. Alors, donc voilà globalement la différence entre une entreprise classique et une entreprise scalable. Et j'étais de disant que lorsqu'on est une start-up, voici l'objectif final qu'on souhaite atteindre. Parce que ce n'est que cet objectif qui pourra faire en sorte que vous puissiez être dans 20, 30, 50, 100 pays sans avoir forcément à dépenser beaucoup plus d'argent. Dans une entreprise classique, il y a une relation linéaire qui se crée. La relation linéaire, c'est entre quoi par exemple? C'est par exemple entre le volume de travail et les ventes. Et que plus les ventes augmentent, plus le volume de travail augmente. Ça, c'est logique. Ça veut dire que si tu vendais 5 savons et maintenant tu en vends 100, c'est clair que le volume de travail de 100 savons est plus important que le volume de travail de 5. Ça, c'est dans l'entreprise classique. Alors, dans l'entreprise scalable, c'est quoi? C'est qu'il y a une rupture. Ça veut dire qu'il n'y a plus de relation linéaire entre le volume de travail et les ventes, ou alors le stock, ou alors ce qu'il faut produire comme service ou produit. Alors, j'explique. Supposons qu'on veut rendre l'entreprise Ma Vie scalable. C'est possible, hein, mais ce sera compliqué. Mais c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Ce qu'on va faire pour ça, c'est que la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va définir les normes de fabrication de son savon. Certainement, il va aller à l'OAPI pour avoir donc une priorité ou alors un brevet par rapport à ça. Dès que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? Il va, par exemple, faire une vidéo où il va former des personnes à fabriquer ce savon en respectant les normes. Dès qu'il va former, par exemple, 100 personnes, il va créer la plateforme. Dès qu'il crée la plateforme, les 100 personnes viennent sur la plateforme créer dans un profil. Et ils sont sur la plateforme comme ayant qualité pour fabriquer ce savon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, par exemple, je viens sur la plateforme et je dis j'ai besoin de 50 savons Ma Vie. Dès que je dis que je veux 50 savons Ma Vie, l'algorithme d'intelligence artificielle de la plateforme localise parmi les 100 ceux qui sont disponibles, ceux qui peuvent fabriquer, répartit le travail à toutes les personnes qui sont sur la plateforme et définit par exemple que chacune des personnes qui est sur la plateforme doit fabriquer combien de savons? S'il y a 100 personnes sur la plateforme et j'ai envie de 100 savons. Non, un savon, s'il y a 100 personnes. Et que chacun doit fabriquer un savon. Dès que chacun fabrique un savon, à la fin, je me retrouve avec 100 savons dont la qualité ne baisse pas et dont les coûts n'augmentent pas parce que chacun qui fabrique le savon là, va aller acheter la matière première lui-même. Il va fabriquer le savon lui-même. Il va mettre le savon sur la plateforme et puis il aura juste une commission. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que pour fabriquer un savon, en fait, les coûts sont plus élevés. C'est pour ça que ce sera plus compliqué de rendre ça scalable. Mais on peut rendre ça scalable s'il y a déjà les savons. Et que si on a déjà les savons, on crée juste une plateforme où les savons sont déjà disponibles dans des endroits différents, avec des vendeurs différents qui sont sur la plateforme. De telle sorte que quand moi je viens pour acheter, on me montre juste peut-être le vendeur qui est le plus proche de moi ou le vendeur qui a les coûts les moins chers. Et moi j'achète directement sans que ce soit le producteur initial qui soit en train tout le temps de dépenser des coûts supplémentaires pour vendre les savons. C'est comme ça que fonctionnent les plateformes de vente en ligne comme Amazon, les marketplaces. C'est-à-dire que ce sont les vendeurs eux-mêmes qui viennent, qui mettent leurs produits. Et puis, ça facilite la vente du produit. En fait, c'est la plateforme qui est scalable et non les entreprises qui fabriquent les différents savons et produits qui sont scalables. Alors, au niveau de l'exercice pratique, on va parler des plateformes.
Les plateformes sont lesquelles? Principalement les réseaux sociaux et notamment Facebook. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que tous les réseaux sociaux n'ont pas le même objectif. Tous les réseaux sociaux n'ont pas le même objectif. Parce que c'est qu'il y a des gens ici qui aiment être partout. Et pour eux, c'est une démonstration de force quand il est partout. C'est-à-dire que j'ai une page sur Twitter, j'ai une page sur Instagram, j'ai une page sur Snapchat, j'ai une page sur Weibo même, j'ai une page sur Facebook, j'ai un numéro sur WhatsApp. Et il est content de dire ça. Alors que c'est la preuve que c'est un toto et qui ne comprend rien. Ce n'est pas pertinent d'être sur tous les réseaux sociaux. Parce que tous les réseaux sociaux n'ont pas le même objectif. Alors, qui peut me donner l'objectif de Twitter? Twitter, un entrepreneur qui est sur Twitter peut proposer quel type de produit ou quel type de service pour que ce soit pertinent sur Twitter. Bon, qui est sur Twitter ici? Sur Twitter. Bon, vous avez déjà vu quel type d'entreprise sur Twitter? C'est un peu une entreprise sur Twitter. Une entreprise. Oui, qui est sur Twitter? Les repas. Oui, une entreprise sur Twitter. Orange, oui, très important, MTN. Une entreprise sur Twitter. Les chaînes de télé, oui. Une autre entreprise sur Twitter. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est que Twitter a une particularité, c'est l'information en temps réel. Et je vais même aller de façon plus précise, l'information exclusive en temps réel. C'est la raison pour laquelle le nombre de caractères est limité. Tu n'as pas raconté ta vie. Tu as à donner une information précise, ou plutôt exclusive, que les gens pourront retweeter très rapidement pour pouvoir avoir accès à cette exclusivité-là. Et ce n'est pas toutes les entreprises qui remplissent ces critères. Parce que Orange, par exemple, ce serait pertinent que Orange soit sur Twitter. Parce que, par exemple, il peut y avoir une nouvelle arnaque que les gens développent. Et Orange fait un tweet dessus pour que les gens aient accès à l'information rapidement. MTN, c'est la même chose. Une chaîne de télé, par exemple, il y a une information exclusive. Mugabe vient de... J'ai dit Mugabe. C'est une information exclusive. Et il faut donner ça en temps réel et en très peu de caractères pour que les gens relaient ça très vite en retweetant. Ça, c'est l'objectif de Twitter. L'objectif de Twitter n'est pas de raconter sa vie. Ce n'est pas de raconter sa vie. Là, je parle pour les entreprises. Maintenant, pour les personnes individuelles qui aiment venir dire oh, je mange, je me sens seul, je machin. Bon, ça c'est une autre catégorie. Ça, c'est une autre catégorie. Oui, parce que c'est l'information en temps réel. Donald Trump va écrire désormais, on va virer tous les noirs. Désormais, il n'y aura plus de carte Visa, il n'y aura plus de machin. Et puis l'information va très vite. Ça, c'est la particularité de Twitter. Donc, c'est à vous de voir le produit ou le service que je propose. Est-ce qu'il est compatible avec ce type de fonctionnement-là? C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez sur Twitter, même les liens qu'on met, c'est toujours des liens raccourcis. Parce qu'il faut que ce soit court, ça doit être bref, ce que vous dites. Un autre réseau social, c'est Instagram. Alors, Instagram a une particularité, ce sont les images. Instagram, ce sont les images. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise, si vous voulez être sur Instagram, il faudrait vous rassurer que ce qui fait la particularité de votre entreprise, ce sont les images. Exemple d'entreprise dont les images font la particularité de l'entreprise en question. Un exemple. Photographe, oui. Quoi d'autre? Oui, les stylistes, par exemple. Quoi d'autre? Les entreprises touristiques, oui, qui font du tourisme. Quoi d'autre? Les cosmétiques. Quoi d'autre? Les graphistes, oui. Les restaurants, oui, parce que l'image, la nourriture. Les artistes, oui. Quel type d'artistes? Les artistes peintres, par exemple, oui. La sculpture. En fait, voilà des métiers où c'est l'image qui est mise en avant. Où on vend avec l'image. Où s'il n'y a pas la belle image, ça ne fonctionne pas. Oui, bien sûr, bon, on met ça à part. C'est des entreprises qui ne sont pas légales. Il dit le piment. Si vous poussez, vous n'avez pas compris. Bien sûr. Oui, de plus en plus. Bon, laissons ça. Ce n'est pas...
Ça, ce n'est pas, ça, c'est une autre forme d'entrepreneuriat. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, est-ce qu'on voit dans la particularité d'un réseau social comme Instagram? Ça veut dire que si vous, dans votre entreprise, ce n'est pas l'image qui est beaucoup plus mise en avant, vous n'avez pas de... Vous ne devez pas être sur Instagram. Ce ne serait pas pertinent pour vous, du moins au début. Surtout au début. Parce qu'il est question au début de créer votre plateforme sur le réseau social le plus pertinent en fonction du produit ou du service que vous proposez. Un autre réseau social, par exemple, c'est lequel? Snapchat. Quelle est la particularité de Snapchat? Pardon? Oui, les vidéos, très courtes. Quoi d'autre? Oui, quoi d'autre? Les images aussi. Mais la particularité, c'est la durée. C'est ça la particularité. Ça veut dire que là encore, on est dans l'information exclusive. Et que c'est une information qui ne va pas durer longtemps. Après les 24 heures, c'est dépassé. On passe à autre chose. Ça veut dire qu'il y a une contrainte. La contrainte, c'est de produire un nouveau contenu, en fait, régulièrement. Et ça, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que pour produire un nouveau contenu régulièrement, c'est compliqué. Un autre réseau social, WhatsApp, qui est plutôt beaucoup plus axé sur la messagerie instantanée. Je préfère mettre WhatsApp en accessoire. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont... Toute leur stratégie, c'est sur WhatsApp. Et ce n'est pas pertinent d'avoir toute sa stratégie uniquement sur WhatsApp. En général, ceux qui le font, c'est des gens qui en mettent. En général. Les gens qui vont créer des groupes, saturer les gens tous les jours, envoyer les messages, envoyer les photos des chaussures, les photos des sacs. Il ne t'a jamais dit bonjour, il t'envoie seulement les produits. Il t'envoie les produits. Tous les jours, il t'envoie les produits. Donc, il te sature. Tout ce que tu as envie de faire, c'est de le bloquer pour que ça en finisse. Un autre réseau social, c'est Facebook. Alors, la particularité de Facebook, c'est que Facebook, c'est un peu comme la compile de tous les autres réseaux sociaux. Mais ce qui est encore plus pertinent, et c'est la raison pour laquelle moi, par exemple, je suis presque exclusivement sur Facebook, c'est parce que tu peux faire du contenu qui est long. Et ça, c'est très important. C'est l'un des seuls réseaux sociaux où tu peux faire du contenu vraiment long. Et que ça respecte la forme, que tu puisses le transmettre à une audience qui comprend ce type de contenu-là. Moi, par exemple, il y a des textes que je rédige qui font 10 pages, qui font 15 pages, qui font 20 pages sur Facebook. Ça, tu ne peux pas le faire sur Twitter, tu ne peux pas le faire sur Instagram, tu ne peux pas le faire sur les autres réseaux sociaux. Tu peux faire une publication avec plusieurs images, tu peux mêler images et vidéos, il y a beaucoup de possibilités qui te sont offertes, qui font en sorte que c'est pratiquement compatible avec tout type d'entreprise. Pratiquement. Donc, s'il y a un réseau social que je pourrais recommander à quelqu'un pour un premier temps, dans un début, ce serait Facebook. Ce serait Facebook. Maintenant, en fonction des spécificités, comme on l'a vu tout à l'heure, ça pourrait être Instagram, ça pourrait être Twitter ou les autres. Donc, c'est pour ça qu'on va d'abord se concentrer sur Facebook et voir comment ça fonctionne. Je ne vais pas revenir en détail sur comment créer une page, comment faire ceci. Ça, on l'a fait la dernière fois. Je vous ai même montré le Facebook Ads, comment fonctionne la plateforme publicitaire, comment les paiements se font, comment on cible. Ça, on l'a vu la dernière fois, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Et dans les supports de la formation, vous avez des documents qui vous montrent tous ces détails-là et comment est-ce que ça se fait. Maintenant, si quelqu'un a une difficulté en le faisant, il ne faut pas hésiter à notifier pour qu'on puisse vous aider dans ce sens-là. Donc, je ne vais pas entrer en détail dessus, mais je vais quand même ouvrir Facebook pour qu'on voit un peu les projets qui ont été publiés en ligne. C'est qui j'ai besoin du téléphone, s'il te plaît, avec le câble. Ça, c'est extrêmement important parce que l'image entre en jeu dans la conversion et surtout dans les résultats. Si vous avez une mauvaise image, ça ne fonctionne pas. Alors là, si vous remarquez, la plupart des publications qu'on fait, on essaye toujours d'avoir des images qui soient de qualité et qui symbolisent. Ça, par exemple, ce n'est pas une bonne image, cette image-ci. L'image n'est pas bonne, la luminosité n'est pas bonne, la résolution n'est pas bonne. La posture n'est pas la plus adéquate pour le projet en question. Si par exemple vous êtes un agriculteur, il faut des images au champ. Il faut des images où vous êtes en train de cultiver. Il
faut des images où vous êtes en train de vendre votre produit, par exemple en route ou au marché. Oui. J'ai été surpris de voir quelqu'un qui fait dans une marque de vêtements et lui-même il n'a pas de vêtements. Ça, c'est une remarque très importante. Ça veut dire qu'il est en veste. Bon. En parlant même de ça, je vais vous montrer à quel point ça peut jouer en votre défaveur. Il y a un projet qu'on a publié, mais c'est un ancien participant. Il a participé à l'édition d'avant vous. Alors, il s'appelle Paul Alain. Il est banquier. Je vais vous montrer son projet. Et vous allez voir une remarque que les gens ont eu à faire. Alors, son projet s'appelle Startup Food. Startup Food, ils font du moins un peu comme ce que tu fais, la valorisation des produits locaux, etc. Et voilà son image. En fait, c'est une image qu'on a eu à prendre ici avec un photographe professionnel. Bon, l'image, elle est parfaite. Elle est très jolie, il est là, pro, machin. Celui qui va apporter la révolution au pays, il est assis là, il sait de quoi il parle, il sait de quoi il est question. Et il va vous apporter le patriotisme économique dans ce pays. Alors, la photo n'a pas de problème. Mais dans les commentaires, qu'est-ce que les gens disaient? Les gens disent que, mais toi, tu nous parles du patriotisme économique et tu as les habits importés. Et là, ça fait autrement. Parce que les gens commencent à dire, effectivement, pourquoi tu veux qu'on consomme le Made in Cameroun alors que toi, tu as une veste chinoise? Attention, ça devient donc une dissonance cognitive. Le complexe messager. Tu ne peux pas parler du patriotisme économique alors que tu portes des habits importés, par exemple. Il a dû se faire coudre des vêtements après. Obligé. Il n'avait pas le choix. Oui, parce qu'après il m'appelle, il me dit que bon, comment on fait pour avoir un ensemble? Comment on fait pour machin? Il dit bon, il fallait y penser avant. Alors, c'est pour dire que ce sont des petits détails. Donc, voilà un cas où la photo est de qualité, mais il y a un retour qui n'est plus sur la qualité de la photo, mais sur ce que la photo représente par rapport au projet. Donc, les images que vous avez eu à prendre, ça peut vous aider pour le personal branding de vos profils Facebook. Parce que je tiens à vous préciser que moi, par exemple, quand quelqu'un m'envoie une demande d'amis, la première chose que je regarde, c'est sa photo de profil. Si sa photo de profil n'est pas bonne, je supprime directement. Je ne vais pas perdre mon. Si tu n'as pas alors de photo de profil, c'est mort. Si ta photo de profil n'est pas de qualité, c'est mort. Je comprends que tu négliges ton image. Ça veut dire qu'on n'a rien à se dire ensemble. Et c'est un problème. Donc, il faut commencer à travailler sur votre image. Il y a des gens qui vont vous juger uniquement sur votre image. Qui vont venir voir vos publications pour voir s'il y a des fautes, par exemple. Si chaque fois que vous rédigez, il y a des fautes. C'est les petits détails qu'on regarde, que parfois on néglige, mais qui jouent. Alors, on va regarder les autres images. Ça, c'est très bien. Ça, c'est bien. Il fallait même qu'il n'y ait que ça. Oui! C'est ça qu'on veut. Maintenant, le problème avec ça, c'est que ce n'est pas une photo professionnelle. C'est juste que peut-être on a pris avec un petit téléphone et tout. Si on avait pris cette photo de façon professionnelle avec un appareil photo, ça aurait été excellent. Excellent en ligne. C'est ce type d'image qu'il faut. Oui, c'est possible. Mais le problème, c'est que si la photo n'est pas bien prise, la retouche ne sera pas bonne. La retouche dépend de la photo initiale. Donc, si la photo initiale n'est pas bien faite, le reste, ce sera mort. Donc, il faut prendre de plus en plus de photos avec les porcs. Les parents, tu es en train de couper les porcs, tu es en train de les nourrir, tu es par exemple en train tu es par exemple dans une plantation, des trucs comme ça. C'est ça qui va permettre à ce que ça puisse vraiment valoriser ton produit et ton statut. Voilà un gars qui nous parle de l'école de la vie. Il fait l'école buissonnière. Il est dépassé par les événements. Lui-même, il fait comprendre aux gens que c'est dur. Je vous ai donné les documents sur le langage non verbal, les mains croisées, les expressions du visage, les micro-expressions et tout ça. Ça joue. Vous ne pouvez pas dire aux gens que vous allez les orienter à avoir ce type d'image. Non. Je dis que mais celui-ci, est-ce que lui-même il est bien orienté? Parce que de toute façon, il est là. Il ne sait pas de quoi il parle. Mais ce que j'apprécie sur sa publication, c'est le branding. Ça veut dire que là, par exemple, c'est vrai que ce n'est pas la bonne résolution de l'image. Il faut mettre l'image qui est en résolution haute. Elle est très petite ici. Là, on a une très belle image qui montre et qui symbolise exactement le service en question.
On a le logo qui aussi n'est pas la bonne résolution. Il faut prendre le bon fichier par mail. Le logo, il est très beau. Et voilà, on a le livre, c'est magnifique. L'idéal, c'est que tu sois avec le livre sur une photo. Lorsque vous voulez, par exemple, payer pour avoir plus d'audience, si les images ne sont pas de qualité et n'entraînent pas beaucoup d'interactions de façon organique, ça va vous coûter plus cher. Parce que chaque fois que les gens vont ouvrir les images, ce sont des coûts supplémentaires, Mais si ces images ont déjà eu à avoir une portée organique de qualité, comme on l'a vu la dernière fois, c'est ça que je vous ai dit, quand vous faites une publication, vous devez d'abord laisser, sans payer, pendant un certain temps. Ça peut être 24 heures, ça peut être 48 heures, parfois ça peut même être plus de 72 heures, pour voir les portées organiques. Les portées organiques, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui ont vu la publication uniquement grâce à l'algorithme de Facebook. Alors ça, par exemple, les portées organiques, voici la portée organique, 10 000. Donc il y a 10 000 personnes qui ont été touchées par ça, sans qu'on ait eu besoin de payer. C'est ça qu'on appelle la portée organique. Donc quand vous faites une publication, plus la portée organique est élevée, mieux c'est. Ça veut dire que quand la portée organique est élevée, lorsque vous allez payer, ça va vous coûter moins cher et ça va apporter plus de résultats. Si la portée organique est faible, en sponsorisant, ça va coûter plus cher. Est-ce qu'on comprend cette partie? Donc, il est question de produire ou de faire une publication qui soit de qualité et qui permet d'avoir une portée organique la plus élevée possible, sans que vous n'ayez besoin de payer. Et pour ça, donc, il faut jouer sur les images, il faut jouer sur le contenu, il faut jouer sur les messages d'accroche. Mais pour le moment, on est encore sur les images. On va arriver au message tout à l'heure. Donc, je continue avec les images. Alors, ça, c'est... Quel projet? Alors, un projet, c'est une agence de graphique, oui. Là, de graphisme. Alors, l'image n'est pas... La résolution n'est pas bonne. Mais l'image symbolise bien le service. Mais la résolution n'est pas bonne. Donc, il faut une image qui a une meilleure résolution, surtout au niveau des finitions, au niveau du visage. Alors, une autre image, c'est trop saturé comme visuel. Trop saturé, il y a trop de texte. Et je ne sais pas pourquoi derrière, il y a... Je ne sais pas si c'est les États-Unis ou c'est quoi. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ça aussi, c'est trop saturé en termes de texte. Et en termes de typographie, ça manque de créativité. Ça manque de créativité au niveau de la typographie. Quand on parle quand même d'une image de mariage et tout, il faut des typographies qui soient un peu plus esthétiques, qui soient un peu plus avec des courbes arrondies et tout ça. Alors, ça c'est le logo. Ou c'est quoi? Ah, c'est une bannière. Ok, la résolution elle est faible. La résolution est faible. Ça par contre, j'aime bien. C'est bien fait. C'est quoi ça? Quel est l'objectif de cette photo? Vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas. Ne cherchez pas le bonheur, créez-le. Mais tu veux être motivateur. Ça, c'est pour la motivation, c'est pas pour le graphisme. Ça, c'est pour la motivation. Alors ici, les finitions ne sont pas... On peut mieux faire. On peut mieux faire. Pas mal. OK. Alors, on continue. Bon, ça, c'est une messe. Ça, c'est un monsieur qui vend des produits. Bon, on va bien lire ce qu'il a écrit lui-même. SOS Pharma Express. Les produits pharmaceutiques et hospitaliers. Ce n'est pas une bonne image pour promouvoir tes produits. Mais j'aime bien le fait qu'on ait eu à mettre le logo à côté. Ça vend quand même le nom, c'est très bien. Ça, c'est une image générique. Il ne faut pas utiliser ce genre d'image, c'est pas bien. Alors oui, ça par contre, c'est pas mal. Ça montre quand même les produits que tu vends. Ça, c'est une très bonne image. Si c'était toi-même, ce serait parfait. Ça veut dire que si tu fais une image comme ça, où c'est toi-même qui es en train de prendre ta glycémie, c'est magnifique. C'est ce type d'image qu'il faut faire. Les blancs, il ne faut pas les blancs. Pas de blancs. Pas de blancs. Il ne faut pas les blancs sur vos images. Il faut tout faire pour éviter qu'il y ait les blancs. S'il y a les blancs, vous faites qu'on voit seulement les chaussettes. On ne voit pas ses pieds. Vous riez, mais ça joue.
Parce que dès que moi je vois ça, je sais que c'est un truc qu'on a pris en ligne. Et je comprends que peut-être vous n'avez même pas le produit et vous voulez commencer à tourner les gens. Il faut éviter ça. OK. Les images, la résolution est faible, mais globalement, ça va. Alors, elle-ci, elle vend quoi? Le marché de produits agricoles. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Non, non, non. C'est pas bon. Il faut être au marché. Il faut être au marché. Je te demande de faire une expérience. Prends une photo où tu es au marché. Tu es assise avec les tomates, avec les oignons et tout le nécessaire devant. Tu es assise, tu as mis une bonne blouse avec le logo de ton entreprise dessus. Tu as les gants en main, tu es en train de servir un client. Si tu fais une photo comme ça, tu vas voir les résultats. Une photo toute simple où tu montres en fait que tu es en train de professionnaliser une activité que les gens connaissent. Ou alors une photo où tu es en train de livrer. Tu as confectionné un pack de produits et tu es en train de livrer. Tu es peut-être en train de donner les produits à une dame en souriant, en lui offrant ses produits. C'est ce type d'image qu'il faut faire. Pas au studio. Le studio là, c'est bien pour Facebook, pour ton profil, pour ta couverture, etc. Mais pour vendre le projet, ce n'est pas forcément l'image la plus adéquate. Startup graphique, votre designer atypique. Bon, je pense que ce n'est pas une image qu'il faut pousser dans le projet. C'est pas ça. Ça, c'est comme le faire part. Ou le programme du deuil. On dit, un gars qu'on aimait, on aimait ce gars. Un gars qui était tout chaud. On doit montrer une image où tu es en train de travailler, tu es en train de dessiner par exemple un visuel, tu es en train de dessiner un logo, tu es sur ta machine, sur Photoshop, tu es en train de faire des visuels. C'est ce genre d'image qu'il faut, qui montre comment tu es en train de pratiquer. Et bien évidemment des images de quelques visuels que tu as eu à réaliser. Ça c'est trop saturé. Trop saturé, la résolution n'est pas bonne. Identique pour ça. Ça ne vend pas suffisamment le produit. Au lieu de présenter des étiquettes comme ça, c'est préférable de montrer par exemple tu peux montrer ça en 3D, ça veut dire l'étiquette déjà sur la boîte, tu vois, non? De telle sorte que ce soit plus attrayant, au lieu de montrer juste l'étiquette où en fait on ne lit même rien. C'est tout petit et puis ça ne donne pas forcément l'envie d'acheter ton produit ou ton service. Au lieu de mettre lait corporel comme ça, c'est mieux de faire une illustration en 3D ou en 2D d'une boîte de lait avec l'étiquette dessus. Et puis tu as mis la marque de ton entreprise et tout, pour qu'on voit à quoi ça ressemble directement lorsque tu fais ce type de montage. Alors, on va continuer. Bon, l'huile de nem. OK. Alors, l'image n'a pas une bonne résolution, l'éclairage n'est pas bon. La résolution n'est pas bonne, l'éclairage, c'est très sombre comme image. Et normalement, si tu vends un produit pareil, les images doivent te montrer, soit en train d'utiliser le produit, soit en train de voir la notice, des trucs comme ça. Bien évidemment, dans la publication, il faut un tunnel de vente. On a vu la prise de parole en public. On a vu que dans la prise de parole en public, il y avait la forme, il y avait le fond. Et dans le fond, on a vu qu'il y avait le fil conducteur. Donc, ça veut dire, quand vous voulez rédiger un texte, il faut d'abord faire le fil conducteur du texte. Ça veut dire, je commence par dire quoi, ensuite je parle de quoi. On a vu un exemple de fil conducteur lorsqu'on voyait la prise de parole en public. On a dit que, par exemple, on peut commencer par le contexte. Ensuite, on situe le problème, on donne les conséquences du problème, on présente la solution, on donne les perspectives et puis on conclut. On peut mettre tout ça sous forme de storytelling. Ça veut dire que c'est une histoire qu'on raconte pour pouvoir faire ressortir le contexte, le problème, et ainsi de suite. Donc, avant de rédiger un texte, la première chose à faire, c'est le sommaire. Exemple, si tu veux rédiger un texte d'un projet, tu fais le sommaire. Petit 1, disons, on va parler du contexte.
Petit 2, problème. Petit 3, les conséquences. Petit 4, la solution, ainsi de suite. Et quand vous finissez donc de faire le sommet, la suite, c'est quoi? C'est que dans le contexte, vous rédigez le contenu du contexte ici. Dans le problème, vous rédigez le contenu du problème. Ici, vous rédigez le contenu des conséquences. Ici, vous rédigez le contenu de la solution, ainsi de suite. Et quand vous avez fini de faire ça, vous créez des transitions. Vous créez des transitions. Ça veut dire entre le contexte et le problème. Quelle est la transition que je crée qui nous permet d'arriver au problème? La transition doit être la plus fluide possible. Et plus la transition est subtile, et mieux c'est. Donc la transition, on ne doit même pas percevoir la transition. Ça doit être du genre, c'est comme si c'est le même message que vous continuez, mais là on est déjà en train d'entrer dans le problème que vous êtes en train d'expliquer. Et dès que vous finissez de mettre dans ces différentes transitions-là, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez directement les titres. Vous enlevez les titres et vous avez votre texte qui est complet. Et ça permet de faire en sorte que le texte respecte toutes les étapes là de façon chronologique. Si vous ne le faites pas comme ça, le texte va aller dans tous les sens. Vous allez vous mettre à dire un truc au début, ensuite revenir à la même chose vers le milieu ou vers la fin. Donc, pour créer un contenu, il faut toujours avoir un fil conducteur de ce type. Ou alors, vous faites sous forme de storytelling, mais toujours avec le fil conducteur. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, il y a le titre, il y a le contenu qui doit être avec le fil conducteur, et surtout, le tunnel de vent. Donc, le texte doit finir par un tunnel. Donc, vous devez conduire la personne qui lit à avoir une action à la fin, à poser une action à la fin. L'action peut être de vous contacter. L'action peut être de remplir le lien d'un formulaire. L'action peut être de se joindre à vous pour contribuer au projet. L'action peut être de leur demander de donner leur numéro, ou alors de donner leur ville, ou alors de donner leur localisation pour que vous puissiez les contacter. C'est ça. Il faut une action à la fin. Un texte ne doit pas finir sans une action qui doit permettre sur le plan marketing de pouvoir les convaincre et de les convertir. Sinon, vous allez vous retrouver dans les projets où on dit du courage, va de l'avant, bravo. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'action. Tu ne leur dis de rien faire. Donc, du coup, ils ne font rien. Troisième chose maintenant, après l'action et les belles images, il est question maintenant d'évaluer les publications. Donc, quand j'ai déjà fini de faire ma publication, j'ai déjà respecté tout ça, il faut maintenant évaluer. L'évaluation doit se faire maximum les 72 premières heures. L'évaluation, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand j'ai fini de faire ma publication comme ça, je vais contrôler les portées organiques. Par exemple, ici, on a 11 453 portées organiques. Les interactions, le nombre de personnes qui ont eu à cliquer sur les mentions j'aime, qui ont eu à voir les photos, qui ont eu à partager, etc. Par exemple, les commentaires, quels sont les types de commentaires que les gens font? Et il y a un élément extrêmement important, le délai de réponse. Ça veut dire quand quelqu'un commente votre publication, plus le délai de réponse est rapide et plus la conversion est efficace. Très important. Ça veut dire quoi? Si je fais une publication comme celle-ci, là par exemple, il y a des commentaires qui ont fait 4 jours sans réponse. C'est mort, hein? Je pense que vous savez. Quand ça fait 4 jours comme ça, c'est mort. La probabilité de convertir quelqu'un qui a fait un commentaire, on a fait 4 jours sans répondre, est de plus de 80% de perdu. Il faut répondre. Et plus tôt vous répondez, mieux c'est. C'est pour ça que quand vous venez de faire une publication, la première chose qu'il faut faire, c'est d'activer les notifications et avoir votre téléphone de telle sorte que dès que quelqu'un commente en temps réel, vous devez être capable de pouvoir lui donner une réponse en temps réel. Au moins les 24 premières heures. Au moins. Parce que là, par exemple, il n'y a aucune réponse à ces commentaires. Et puis, c'est mort. Tous ceux qui ont commenté là, c'est mort. Si tu reviens commenter maintenant, c'est... En fait, on a vu le pic émotionnel ou encore le point G émotionnel quand on parlait du marketing. Et que tu ne vas pas attendre que quelqu'un ait le point G fini avant que tu viennes lui dire que il vient de me déshabiller. Comment faire? C'est pas maintenant que tu dois te déshabiller. Tu dois te déshabiller avant. Pas maintenant que tout est fini et je me suis déjà rhabillé. C'est la même chose. Ça veut dire que quand quelqu'un lit la publication, la personne est touchée sur le plan émotionnel. Et il faudrait que c'est pendant ce moment que vous puissiez conclure la personne directement. Sinon, les ventes diminuent. Quelqu'un ne peut pas écrire là maintenant, il dit que la montre, combien coûte la montre? Tu viens 2 jours après pour dire que vous êtes situé où? Il dit que non.
Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il y a le délai de réponse qui est extrêmement important. Alors, après avoir dit ça, on va passer maintenant au site Internet et au blog. Alors, pour les sites Internet et pour les blogs, comme je l'ai dit, ça vient après les plateformes sur les réseaux sociaux. Moi, si j'ai une recommandation à vous faire, c'est que si vous voulez commencer à mettre sur pied une plateforme en ligne, commencez sur Facebook ou sur le réseau social le plus approprié pour votre activité. Le site Internet ou le blog viennent après. Pas avant. Ni en même temps. Sauf si vous avez les moyens et vous avez les ressources pour pouvoir le faire. Parce que quand vous le faites en même temps, c'est plus coûteux. C'est plus de données à analyser. C'est plus de trafic qu'il faut générer dans votre site Internet, ce qui n'est pas forcément évident. Si c'est indispensable d'avoir une plateforme en ligne comme un site Internet, faites par exemple juste un site vitrine. Tout simplement, une landing page, comme on l'appelle. Donc, un site juste qui va donner des informations générales et qui va permettre aux gens, par exemple, de remplir un formulaire ou alors de leur donner une information clé sur un élément. Tout simple, ne compliquez rien. N'essayez pas de vous casser la tête au début parce que ça va être une charge de travail en plus, inutilement. Donc, vous pouvez commencer sur Facebook pour avoir d'abord le trafic, pour créer la communauté, pour voir le degré d'intérêt. Et le site qui peut être tout au plus une landing page au début peut permettre juste aux gens de remplir un formulaire, de donner leurs informations. C'est clair que quand les gens viennent sur le site, ça permet de tracer d'où ils viennent, ça permet d'avoir des informations complémentaires qu'on n'a pas avec le réseau social. Mais au début, le réseau social est largement suffisant. Pour créer le site Internet, vous pouvez le créer vous-même. Il y a beaucoup de plateformes en ligne qui permettent de créer les sites Internet avec des templates, comme par exemple Wix.com, comme quoi d'autre? WordPress. Bon, voilà. Pardon? Voilà, par exemple, on a quelques sites Internet qui permettent de créer des plateformes. Je vais ouvrir par exemple un que j'utilise assez régulièrement, c'est Wix. Wix.com. Donc, Wix.com, c'est un site qui permet de créer des sites Internet de tout type. C'est-à-dire, si je clique par exemple, donc vous créez un compte, et quand vous créez un compte, vous avez la possibilité de créer un site Internet. Bon, pour créer son compte, c'est avec sa boîte email, tout simplement, on vous donne un mot de passe. Et quand vous cliquez sur créer le site Internet, vous avez les types de sites. On va vous demander, est-ce que c'est un site pour entreprise? Est-ce que c'est une boutique en ligne? Est-ce que vous faites dans la photographie? Est-ce que vous faites dans la musique? Est-ce que vous faites dans le design? Si je choisis par exemple restauration, ils vont me montrer maintenant des templates, ça veut dire des modèles de sites Internet pour restauration. Et parmi ces modèles, donc, tu vas choisir un modèle qui correspond à ce que tu veux faire. Donc, et même dans les restaurations, il y a beaucoup de types. Est-ce que c'est la gastronomie ou service traiteur? Si tu cliques dessus, tu auras des templates de sites Internet qui correspondent à la gastronomie. Si je clique sur restaurant, ça veut dire si c'est par exemple un restaurant, voilà des sites Internet qui correspondent à des restaurants. Si c'est par exemple un café ou une boulangerie, je clique dessus. Ça va me montrer des sites Internet qui correspondent à ça. Et si vous voyez un qui est similaire à ce que vous voulez, tout ce que vous faites, c'est vous choisissez le template et vous choisissez sur modifier. Donc, quand vous cliquez sur modifier, ça va ouvrir dans une plateforme d'édition du site qui va vous permettre de modifier les images, modifier les textes, de modifier tout ce que vous avez à modifier. Et quand vous avez fini de faire vos modifications, y compris même ajouter des applications, vous pouvez ajouter des applications sur votre site, comme par exemple les moyens de paiement, comme par exemple des formulaires, comme par exemple tout ce que vous pouvez imaginer qui permet de rendre votre site fonctionnel. Ça, par exemple, on est déjà dans la plateforme d'édition du site. On est dans la plateforme d'édition. Donc, voilà un peu à quoi ressemble le site. Donc, je peux décider, par exemple, de venir ici. Je dis que bon, je vais changer l'image ici. Je clique ici, changer image. Et je choisis peut-être l'image que j'ai eu à filmer dans mon restaurant pour mettre là. Ça va m'ouvrir une plateforme ici. Ça va me demander de charger l'image. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer sur importer. Ils vont me demander de choisir le fichier. Je choisis le fichier dans la machine. Et puis, je mets. Ensuite, je vais éditer le site. C'est-à-dire les textes qui sont ici, je viens, je clique là. Je mets le texte que je veux mettre. Que, par exemple, lorsqu'on va ouvrir le site, c'est ça qui va s'afficher. Après, je peux décider de cliquer pour avoir un aperçu final. Donc, l'aperçu, voilà à quoi le site, par exemple, va ressembler à la fin. Je peux choisir de montrer l'aperçu sur le téléphone. Ça veut dire quand quelqu'un va ouvrir mon site avec son téléphone, comment est-ce que ça va montrer? Voilà un peu à quoi le site va ressembler. Quand quelqu'un va ouvrir avec son téléphone, bien évidemment, vous pouvez modifier tout. Et quand vous avez fini de modifier tout, qu'est-ce que vous faites?
vous allez juste payer. Donc, vous demandez de payer le nom d'hébergement, le nom de domaine, et puis directement, vous aurez vos www.votresite.com.net.org, etc. Ça, c'est pour le site. Donc, il y a beaucoup de plateformes qui permettent de le faire, comme WordPress et tous les autres. Donc, ça, c'est pour le site Internet. Le blog, même chose. Le blog, en fait, c'est un type de site qui est particulier parce que vous créez du contenu et l'objectif, c'est de créer une communauté. Je prends un exemple. Vous décidez de créer un blog où vous parlez de votre grossesse. La particularité du blog, c'est qu'il faut produire du contenu, un peu comme sur les réseaux sociaux, assez régulièrement. Alors, le matériel requis qu'il faut pour sa plateforme en ligne, on l'a vu la dernière fois, il faut une carte Visa, de préférence une carte prépayée. Parce que ce sont les cartes prépayées qui sont plus sécurisées. Parce qu'avec une carte prépayée, vous mettez de l'argent à l'intérieur, vous l'utilisez directement, c'est off. Ça évite que votre compte soit directement débité par rapport aux activités que vous menez en ligne. Donc, il y a la carte prépayée, il y a le smartphone. Je vais revenir dessus quand on va voir le marketing WhatsApp tout à l'heure. Et votre cerveau. Je mets ça en rouge, très important. Parce que pour savoir le type d'image à utiliser, comment rédiger, ça c'est le cerveau, ce n'est plus le smartphone. Alors, les astuces pour réduire le financement initial lorsqu'on veut mettre sur pied un projet en utilisant le digital. Il y a par exemple le fait que vous pouvez vendre des services et que vous n'avez pas forcément besoin de fabriquer un produit avant de le vendre. Un service, c'est par exemple lequel? Il y a par exemple des dames qui font dans la décoration. La particularité de la décoration, c'est quoi? C'est que vous pouvez vendre votre service en formant des gens. Vous pouvez décider d'organiser une formation sur la décoration. Vous communiquez sur la formation, sur la décoration. Vous faites des contenus avec des tunnels de vente pour que les gens s'inscrivent à la formation sur la décoration. Et vous essayez de les convertir avec un algorithme de conversion que vous allez définir pour les convertir, comme on l'a vu dans le marketing. Et maintenant, dès que ce sera fait, si vous avez 10, 15, 20 personnes qui se sont inscrites pour la formation, vous louez une salle, vous les formez. S'il n'y a pas suffisamment de personnes, vous arrêtez. Je dis que bon, ok, la formation est annulée parce qu'on n'a pas eu le nombre de personnes qu'il fallait et tout. Mais au moins, ça vous permet de vendre un service sans avoir besoin forcément de trop de moyens. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est de produire du contenu, peut-être de payer légèrement pour que ça touche un nombre de personnes un peu plus important. Et si ça fonctionne, directement, vous faites de l'argent avec la formation. Et le reste, vous pouvez réinvestir soit dans vos produits, soit dans vos services, soit dans votre branding ou dans tous les autres produits et services dont vous avez besoin pour développer votre activité. Alors, vendre avant de concevoir, on le fait très bien. Par exemple, avec les montres. Tu n'as pas besoin d'avoir une montre pour la vendre. Tu peux prendre l'image des montres, tu communiques dessus, tu sais où les trouver. Et puis, dès que quelqu'un te dit que, ok, je veux telle montre, tu sais que tu vas prendre la montre à tel endroit, tu vends à tel prix, parce que tu as eu à prendre à tel autre prix. S'associer, c'est un élément aussi très important. Vous pouvez être ici et vous avez des projets similaires. Ce sera intéressant de vous associer. Au lieu que chacun fasse son projet à part. Que vous vous associez, non seulement ça fait en sorte que vos moyens humains sont mis ensemble, vos moyens financiers sont mis ensemble, vos moyens logistiques sont mis ensemble, vos moyens relationnels sont mis ensemble, afin que vous puissiez développer le projet de façon plus efficace, en étant ensemble et en mettant en relation vos réseaux, pour pouvoir donc être plus efficace. Donc, s'associer permet de réduire aussi les coûts de façon initiale. Autre élément, c'est se poster en interface. Se poster en interface, c'est de voir, par exemple, une structure qui vend des produits et avoir des images de leurs produits, communiquer sur ces images-là et vous faire des commissions chaque fois que c'est vendu. C'est ça qu'on appelle se poster en interface. Et ça peut être à travers votre page Facebook, tout simplement. Travailler à domicile, ça se fait très bien et ça peut se faire avec votre plateforme en ligne, comme on le faisait par exemple avec SOS Médecins. Et faire du gratuit, ça c'est très pertinent. Faire du gratuit, c'est très pertinent. Je prends un exemple. Celle par exemple qui fait les casse-croûtes, elle peut faire une conférence où elle parle par exemple de l'éducation des enfants. Une conférence gratuite où elle parle de l'éducation des enfants. La cible c'est qui? Ce sont les mères d'enfants et les parents. On ne parle pas de casse-croûte. On ne parle pas de casse-croûte dans la publication, on parle juste de l'éducation des enfants. Et c'est gratuit. On réunit donc les mères d'enfants, les parents. Elle parle de l'éducation. Voici comment éduquer ses enfants. 5 points à retenir. Petit 1, il y a tel élément. Petit 2, tel élément. Petit 3, petit 4. Et avant d'entrer au petit 5, elle dit, je vais vous raconter une histoire. Il y a une petite fille qui s'appelle Maëva. Elle montre l'image d'une petite fille qui est décédée la semaine dernière.
dans une école de la place. Est-ce que vous savez comment cet enfant est décédé? Elle est arrivée à l'école, elle était en train de faire cours. Pendant la pause, elle est donc allée chez les mamans qui vendent les beignets. Elle a acheté les beignets comme les autres camarades. Elle a mangé. Et quelques minutes après, elle s'est évanouie. On l'a menée à l'infirmerie. On lui a donné le paracétamol comme d'habitude, qui n'a pas eu d'effet. Elle était toujours là, couchée, dans les VAPS. On l'a amenée à l'hôpital et on s'est rendu compte à l'hôpital qu'en fait, elle avait été empoisonnée. On a essayé d'analyser, mais il se faisait très tard et puis elle est décédée. En fait, cette histoire pose la problématique de ce que nos enfants mangent à l'école. On n'est plus dans l'éducation des enfants. On vient de faire la transition vers le produit. Et on est devant la bonne cible. Et on vient de créer l'émotion de la peur pour conditionner leur comportement. Comme on l'a vu, la peur, les émotions et la prise de décision, c'est la même partie du cerveau. Donc on est en train de les conditionner pour leur faire comprendre que si vous n'achetez pas ce que nous on vous vend, le prochain enfant qu'on va montrer à la télé comme ça peut être votre enfant, tout simplement. Donc en fait, faire du gratuit, c'est très intéressant. Tout le monde ici peut utiliser la stratégie du gratuit afin de pouvoir réunir la cible à un endroit, parler d'un autre produit qui sera donc un produit d'appel pour converger maintenant vers votre produit réel. Et ils seront forcément captivés si vous-même vous êtes captivant. Alors, en ce qui concerne les applications à utiliser, ça on l'a vu la dernière fois, donc je vais pas aller en profondeur dessus. On a parlé de Google Form. Vous allez vous appliquer et voir comment ça fonctionne. Google Sheet, c'est l'application qui va vous permettre de contrôler dans tous ces formulaires-là directement. Camo, on l'a vu la dernière fois, en faisant l'exemple des SMS qu'on a envoyés en modifiant le nom d'expéditeur pour que vous puissiez voir comment on met par exemple le nom de son entreprise afin que quand tu envoies le message à quelqu'un, ça vienne avec le nom de ton entreprise. Ou page manager, oui, c'est ça. Ça permet de gérer les pages que vous créez en ligne et de pouvoir facilement interagir avec les différentes pages. Ensuite, l'application Facebook, on a vu PhotoGrid qui permet les collages photos, qui permet de mettre des numéros sur des photos, etc. Ça, ce sont les applications vraiment basiques à utiliser qui peuvent vous permettre de débuter. Alors, maintenant, on va voir le marketing sur WhatsApp pour terminer. Alors, le marketing sur WhatsApp, il est identique à ce que vous connaissez déjà. Ça veut dire sur WhatsApp, on a cette application mobile qui s'appelle WhatsApp dans laquelle il y a beaucoup d'options comme les statuts. Les statuts qui permettent de publier du contenu dont la durée de vie c'est 24 heures. Vous avez les groupes, vous avez les listes de diffusion, etc. Alors, je vais beaucoup plus m'accentuer sur les statuts et les listes de diffusion. Alors, en prenant l'exemple de mes chroniques entrepreneuriales que vous connaissez déjà, alors la particularité, c'est quoi? La particularité, c'est que quand j'ai commencé les chroniques entrepreneuriales, je me suis rendu compte que, du moins avant les chroniques, je postais des photos et des vidéos en général sur des statuts d'anciennes conférences, de personnes qui m'avaient déjà interviewé avant ou des passages télé. Et je me rendais compte que les gens étaient très intéressés par ces contenus-là. Mais bien évidemment, c'était restreint à un nombre de personnes qui avaient mon numéro dans leur téléphone et dont j'avais le numéro dans leur téléphone, dans mon téléphone aussi. Donc, je me suis donc rendu compte qu'il y avait une opportunité parce que, étant donné que ce contenu intéressait les gens, je me suis donc posé la question comment faire pour avoir plus de gens. Parce que ceux qui sont là actuellement, ce sont des contacts. C'est des gens qui m'ont dit du courage, va de l'avant, machin. Et ça ne m'intéressait pas trop. Donc, il fallait trouver un moyen d'avoir de nouvelles personnes qui viennent régulièrement sur ton téléphone et qui voient tes contenus. Et ça, c'est une équation qu'il fallait résoudre. Alors, pour résoudre cette équation, j'ai mis sur pied un petit algorithme qui est très simple, que je vais vous montrer. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que pour bien faire du marketing, il faut avoir le contenu. Le marketing, c'est le contenu. Encore plus le marketing digital et encore plus sur WhatsApp. Le meilleur moyen pour éviter que les gens ne vous bloquent tout le temps, c'est d'avoir le contenu. Parce qu'en général, qu'est-ce que les gens font sur WhatsApp? Les gens créent des groupes dans lesquels ils envoient les chaussures, ils vendent les chaussures, ils vendent les sacs, la nourriture. Chaque matin, on envoie les menus, voilà le menu du jour, machin. En fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de saouler les gens.
Parce que vous êtes toujours en train de leur demander quelque chose sans rien leur en donner. Vous demandez juste que achète mon plat, achète ma chaussure, achète mon téléphone, achète ceci, achète cela. À un moment donné, ça sature. Ici, il est question de faire autrement. Il est question de produire du contenu, d'apporter de la valeur aux gens. Avant de leur demander de pouvoir vous apporter aussi quelque chose. Alors, pour apporter donc cette valeur, il faut créer du contenu. Et je peux vous dire que créer du contenu, c'est très compliqué. Surtout sur WhatsApp. Pourquoi? Parce que, en fait, la particularité, c'est que vous avez les statuts, c'est 24 heures. Donc, ça veut dire que dès que 24 heures sont épuisées, il faut un autre contenu. Donc, ça veut dire que chaque jour, il faut un nouveau contenu. Et c'est compliqué. Parce que non seulement le contenu doit être de qualité, il doit être captivant et il doit être nouveau régulièrement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le contenu doit être professionnellement fait. Donc, il n'est pas question de prendre votre téléphone et de l'enregistrer parce que vous êtes couché à la maison, un peu comme les photos qu'on a vues tout à l'heure. Dans la vidéo, c'est la même chose. Donc, il y a une certaine norme et surtout une certaine norme de qualité qu'il faut pouvoir respecter pour que le contenu soit professionnel. Alors, ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Bon, les vidéos, vous suivez déjà les chroniques, donc je ne vais pas entrer en détail dessus. En ce qui concerne les résultats, aujourd'hui, il y a plus de 30 000 personnes qui sont abonnées à mes chroniques. Et la contrainte, c'est laquelle? J'ai créé un formulaire aussi pour les chroniques. En fait, l'algorithme que j'ai mis sur pied pour avoir de nouvelles personnes, c'est lequel? Première étape, c'est de créer du contenu. Je vais vous prendre un exemple. Je vais aller sur Facebook. Donc, je vais ouvrir Facebook. Bon, je sais que j'ai déconnecté mon téléphone. Ok, j'ouvre Facebook. En fait, pourquoi est-ce que j'utilise Facebook? C'est parce que j'ai besoin de nouvelles personnes qui vont s'inscrire à mes chroniques. Et pour avoir de nouvelles personnes sur WhatsApp qui vont voir mes statuts, il faut chercher ces personnes ailleurs. Tu ne vas pas rechercher ces personnes encore sur WhatsApp. Alors, moi, je décide donc d'utiliser Facebook pour avoir accès à ces personnes-là. Alors, pour avoir accès à ces personnes, j'utilise des stratégies qui sont très simples. Ça veut dire que je vais produire du contenu sur Facebook et dans ces contenus, je vais mettre des liens qui permettent à ces personnes de s'inscrire. Je vais vous prendre un exemple. J'ai posté une vidéo il y a 2 jours, je pense bien. Le titre de la vidéo, c'est « Il faut éliminer les pauvres ». Oui, voici la vidéo. Donc, le titre, c'est « Il faut éliminer les pauvres ». Et juste en bas, vous lisez « Si vous souhaitez bénéficier de mes chroniques entrepreneuriales chaque jour sur mes statuts WhatsApp, cliquez ici ». Voilà le lien, raccourci avec URL petite comme tout à l'heure, et remplissez le formulaire. Alors, donc, j'ai posté la vidéo hier à 10 h. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ont interagi dessus. Je vais cliquer sur le lien pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, quand je clique sur le lien, ça va ouvrir le formulaire. Bon, le formulaire, je l'ai personnalisé, j'ai mis une photo de couverture. Remplissez ce formulaire pour avoir accès à mes chroniques entrepreneuriales sur WhatsApp. En remplissant ce formulaire, vous aurez l'opportunité. Alors, je continue. Les informations que je demande sont lesquelles? Il y a le nom, il y a le numéro WhatsApp, il y a l'email, c'est tout, ce que je demande comme information. Alors, quand vous remplissez ce formulaire, directement, vous allez recevoir un mail automatique. Et vous allez recevoir un mail qui va vous dire exactement ce qu'il faut faire. Je vais vous montrer à quoi ressemble ce mail-là. Donc, je vais ouvrir mon mail, Gmail. En fait, c'est un mail que j'ai conçu qui est automatique. Dès que vous remplissez le formulaire, vous recevez ce mail automatiquement. Alors, je vais ouvrir mon mail ici. Alors, message envoyé. Alors, voilà par exemple les mails automatiques qui ont été envoyés aux nouvelles personnes qui viennent de s'inscrire. Le dernier a été envoyé à 20 h 51. Alors, la dame qui vient de s'inscrire s'appelle Madame Dioga Lovin. Alors, elle reçoit un mail qui lui dit « Dioga Lovin, merci pour ton inscription à mes chroniques. Pour bénéficier d'un accès gratuit à mes chroniques entrepreneuriales, tous les jours à travers mes statuts WhatsApp, il faut enregistrer son numéro dans ton téléphone. Je mets WhatsApp, très important de mettre l'identifiant. Parce qu'il y a des gens qui sont dans d'autres pays qui peuvent aussi remplir. Il faut l'identifiant pour qu'ils puissent te retrouver. Après cet enregistrement, tu pourras consulter mes statuts sur WhatsApp chaque jour et nous pourrions discuter en privé. Merci. Voilà le mail.
Et là, ça précise que c'est un mail automatique avec l'application Form Confirmation Email que vous pouvez ajouter sur Google Form quand vous créez le formulaire.